Alors, bonjour et bienvenue, je m'appelle Danielle Olofsson, je suis chef de la protection des données chez BCF et chargée de cours à l'Université de Montréal. Et tel que promis la semaine dernière, je suis de retour avec Nicolas. Bienvenue Nicolas. Oui, désolé, la semaine dernière, il y a eu l'urgence à la cour et j'ai dû y aller et m'en occuper. Mais je suis de retour, ça me fait plaisir. Bonjour Daniel, bonjour à vous. Évidemment, nous sommes à la blockchain et à l'ère post-COVID-19 et nous voulons voir des enjeux qui vous touchent vous, qui êtes en entreprise, dans vos organisations, du secteur privé, du secteur public. On va voir dans quelle mesure, évidemment, les liens et les conséquences, mais aussi les enjeux surtout qui vous concernent. Alors, évidemment, on est dans une époque où on parle de reprise économique. Au niveau de la terminologie, nous, on utilise beaucoup privacy blockchain. Il faut savoir qu'évidemment, on interagit avec des organisations partout sur la planète. La langue, évidemment, d'interchange, c'est souvent l'anglais. Mais il y a aussi l'idée suivante, c'est que le privacy n'est pas une adéquation complète de la protection des données. Le privacy comprend, parce que la protection des données, évidemment, l'élément principal, c'est qu'il y a une donnée qui est à protéger, tandis que le privacy comprend une sphère beaucoup plus grande, qui est la vie privée, mais qui est aussi la zone d'intimité qui est inclus dans ça. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de terminologie qui transpose adéquatement cela, et donc on va faire abondamment référence à privacy, à défaut d'avoir un terme plus précis. Et évidemment, la blockchain, c'est le nom qui a été consacré par les créateurs de ce concept. En fait, concept qui remonte déjà à une trentaine d'années. Mise en application, on parle beaucoup plus dans les 10 dernières années. C'est pour ça qu'on vous mentionne les avancées numériques fulgurantes, même depuis la pandémie. Donc, ce que la pandémie a fait, c'est qu'elle a été un puissant accélérateur de concepts qui étaient en gestation. On voit donc maintenant l'application de technologies qui sont fort innovantes et pour résoudre des problèmes d'efficacité et de transparence. Donc, curieusement, cette pandémie qui a placé le monde en confinement, qui a privé de travail des millions de personnes, mais a fait en sorte que d'autres se sont attelés à des projets qu'ils avaient en attente, mais étant occupés par leur quotidien, ne s'en occupaient pas. Et maintenant, on voit tout ça arriver à la surface. La bonne nouvelle, c'est qu'en termes de blockchain, le Canada fait belle figure. C'est un des 3 pays les plus innovants à la matière. Et évidemment, on a les gros joueurs, GAFAM, réunis sous cet acronyme. Il y a Tencent, il y a Samsung. Et ils offrent tous des solutions de blockchain parce qu'évidemment, on a tendance à faire une adéquation entre blockchain et Bitcoin. Alors, le Bitcoin repose sur une technologie blockchain, mais cette possibilité, cette technologie, ce concept, il peut être transposé à un tas d'autres secteurs et c'est ce que nous allons voir avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, l'idée derrière ces 2 dernières webinaires, aujourd'hui et puis la semaine prochaine, c'est de parler des technologies innovantes. Aujourd'hui, on va parler, comme on l'a dit, de la blockchain et la semaine prochaine de l'intelligence artificielle. Et la dynamique entre ces technologies et les lois existantes sur la protection des données, parce que les principes sur lesquels sont basées les lois sur la protection des données sont pas inadéquates, mais n'ont pas pris en considération ces avancées technologiques. Et donc, il y a un échange entre la technologie qui pousse les lois, qui pousse les principes à s'adapter, et ces lois qui font une résistance à ces technologies. Donc, on voulait vous en parler aujourd'hui pour que vous soyez au courant. Donc, les lois qu'on a choisi de citer, encore une fois, le règlement général sur la protection des données européennes, la loi qui est la plus récente, disons. Oui, qui est la référence. Voilà, qui est la référence, et qui incarne des droits, notamment le droit à l'oubli, le droit à la mobilité des données, mais c'est pas la seule loi qui fait ça, parce qu'en Californie, on a the Privacy Right for California Minors in the Digital World, qui déjà reconnaissait le droit à l'oubli pour une personne de moins de 18 ans en Californie. Ouais. Au Canada,
comme tu sais mieux que moi, on n'est pas là encore, sauf que le gouvernement a, dans des lettres de mandat qui ont été envoyées à certains ministres au mois de janvier, a vraiment été très clair qu'il voulait mettre à jour nos lois pour reconnaître les défis que posent ces technologies. Mais par contre, ça peut placer le Canada, notez-le bien, dans une position curieusement enviable, dans le sens que c'est une technologie qui avance tellement rapidement. Daniel mentionnait à l'instant le droit à l'oubli. On va le voir, le droit à l'oubli, c'est un peu antinomique avec le blockchain qui enregistre toutes les transactions, mais qui protège des intrusions externes. Mais une fois qu'on fait partie de l'accès à cette information-là, on ne peut pas forcer le système à l'oublier parce qu'en quelque sorte, c'est contre ce que le système fait, qui est de pouvoir tout enregistrer de la séquence et que tout conserver et que chacune s'imbrique dans l'autre et que si on essaie d'en extraire une autre, il y a immédiatement des signaux numériques d'alerte qui sont envoyés et qui vont bloquer ce cheminement. Donc, elle a le défaut de ses qualités. Oui, tout à fait, mais surtout que c'est un défi législatif important. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Oui, alors évidemment, on va voir tous les éléments de blockchain, c'est ce qu'on aborde. Mais évidemment, après ça, on veut passer à la question de la protection des données, des éléments de privacy qu'on veut voir avec vous. Et aussi voir la blockchain, donc, il y en a des applications pratiques. On veut bien insister sur le fait que c'est pas limité et vraiment loin de là maintenant. Du Bitcoin et votre entreprise, votre organisation, qu'est-ce qu'il y en est? Notez à l'esprit qu'ici, on est dans un domaine qui avance à vitesse plus que grand V. C'est quelque chose qui va excessivement rapidement. La première fois que vous avez entendu parler de Bitcoin, ça fait même pas 9 ans de ça. Et d'en avoir entendu parler. Mais sachez donc que depuis ce temps-là, des grandes organisations et maintenant d'autres organisations de moindre envergure commencent à s'intéresser à cette technologie. Donc, on va voir la définition. Daniel voulait la présenter, des éléments qui se rapportent à la technologie et finalement, évidemment, les caractéristiques propres qui vont revenir à notre discussion ultérieure aujourd'hui. En quoi consiste la blockchain? Premièrement, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Elle se veut transparente de par sa conception, sécurisée, ça on va en parler un peu plus loin. Et transparente, évidemment, pour ceux qui y ont accès. Voilà. Ouais. C'est que c'est pas tout le monde qui peut avoir accéder à ça. Par exemple, si c'est votre organisation qui a développé un système sécurisé de protection de ses données ou de ses transactions, c'est pas n'importe qui de l'extérieur. Là, à ce moment-là, l'élément que Daniel vient de mentionner de sécuriser devient très important. Voilà. C'est qu'on ne peut pas y accéder. C'est ça, exactement. Et puis, je pense qu'on a oublié de le mentionner, on peut avoir des blockchains à la fois publiques et privées. Donc, c'est-à-dire des blockchains ouverts et des blockchains qui sont fermés et plus sécurisés, comme je dis. Oui, c'est ça. Fermé, il y a beaucoup d'éléments au niveau du développement qui se font de là-bas parce que ça, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'à l'intérieur d'une organisation, les gens vont pouvoir y accéder, ceux qui sont autorisés à le faire. Et toute tentative d'intrusion devient en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, une transaction. Donc, cette transaction n'étant pas autorisée, elle envoie des signaux immédiatement. Oui, exact. Donc, c'est également une technologie qui fonctionne sans organe central de contrôle. Alors, pour illustrer ce que je veux dire, nous, on a l'habitude, quand on travaille en entreprise, d'avoir un serveur central et puis nous, on a notre ordinateur, chacun a son ordinateur qui est branché sur l'ordinateur central. Donc, les renseignements sont centralisés. La blockchain, c'est l'inverse. Chacun a son ordinateur qui est branché à l'autre ordinateur dans la chaîne particulière et on fonctionne comme ça. Il n'y a pas d'organe central. Et donc, quand il y a un changement qui est fait sur un ordinateur, les changements sont reflétés sur les autres. Donc, tout le monde est à l'affût de ce qui se passe sur tous les autres blocs de la chaîne en même temps. Pour revenir aussi sur ce que Nicolas disait sur la sécurité, c'est vrai qu'il y a eu des instances de blockchain qui ont été piratées
Et là, à ce que je sache, c'était pas la faute de la technologie en tant que telle, mais par contre du programmeur. Il y avait un bug dans la programmation qui a fait en sorte que cette bloc en particulier a pu être pénétré. Mais en général, comme dit Nicolas, c'est absolument sécurisé. Oui, et l'élément de l'organe central, l'image qu'on leur donne souvent, c'est je peux prendre un billet de 5 $ dans ma poche, donner à Daniel, et puis sans que moi ou sans que Daniel puisse savoir qui d'autre a eu ce billet dans ses mains. Ouais. On ne peut pas savoir ça. Hein? Par contre, il y a un organe central, la Banque du Canada, qui est l'émettrice et qui met même un billet de série sur le banc, un billet, puis qui va dire tel jour, quand on a imprimé ce billet-là, quand la monnaie royale l'a imprimé puis le livré, on l'a fait livrer à tel endroit. Mais après ça, évidemment, on a perdu qui se l'est échangé. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux demander à ma banque de faire un transfert, un virement de mon compte au compte de Daniel. Et là, il y a un organe central, il y a donc la banque, qui est cet organe central de contrôle, ou l'institution financière, appelons-la ainsi. Mais dans le cas, évidemment, d'un blockchain, on n'a pas de ça. On a un groupe qui peut s'organiser avec des instruments informatiques et des éléments de programmation. Parce qu'évidemment, on dit blockchain, on a tendance à le transposer physiquement, mais c'est pas physiquement, c'est simplement une série de transactions et chacune enregistre la précédemment et celle qui est précédente et est liée à la précédente. Et il y a des codes numériques qui sont émis et quand on essaie de les transposer ou de les transformer, là, il y a des alertes qui sont données et on sait donc qu'il y a des intrusions. Et ce qui va donc empêcher l'accès à ces données-là. Donc, transparente parce que je vois tout, mais sécurisé parce que les initiés du groupe peuvent y avoir accès, mais personne d'autre ne peut sans autorisation de garder. Donc, on dit en fait que c'est une base de données sécurisée et distribuée concernant l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis sa création. Maintenant, cette technologie, et je demande pardon d'avance, je ne suis pas technologue, donc je vous ai fourni une illustration qui vient de Blockchain France, qui est un organisme qui travaille activement et très bien sur la blockchain. Ce qui se passe alors, c'est les transactions effectuées entre les utilisateurs d'un même réseau sont regroupées en blocs. Chaque bloc est validé par un nœud ou un mineur. C'est ça le code, hein? C'est ça le code. Ça donne une série de chiffres, en fait. Voilà, c'est ça. Quand on l'envoie. Et donc, lorsque le bloc est validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs. Alors, vous voyez le trajet, en fait, d'une opération sur cette image. Il y a la personne A qui effectue une transaction. À l'étape 3, elle est validée. Et puis, à l'étape 5, bon, elle revient à la personne B. Et donc, c'est une technologie qui peut être utilisée pour, comme on va voir, de nombreuses choses. Et évidemment, tout ça est fait d'ailleurs encrypté, ça va sentir. Oui. Nicolas, quelles sont les caractéristiques? Bon, alors, les caractéristiques, un qui nous frappe beaucoup, c'est celui que c'est décentralisé. Ça, on revient beaucoup, on l'a mentionné tantôt, on le dit maintenant ici sous une autre forme, mais c'est important de le rappeler. C'est que ça ne relève pas d'un organe central. Donc, n'importe quelle entité, n'importe quel groupe d'individus peuvent se réunir et former un blockchain. Je vous donne un exemple. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, le Bitcoin, la valeur s'est envolée. C'était des prix astronomiques. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'il y a des gens qui ont commencé à faire la même chose. Ça a tué des imitations. Donc, il y a des groupes donnés. Certains étaient déjà dans le milieu financier, d'autres n'avaient aucune relation avec ça ou quoi que ce soit. C'était simplement des gens qui voulaient saisir une opportunité d'affaires et ils partaient eux-mêmes, ils créaient une crypto-monnaie. Dans ce sens-là que c'est décentralisé, c'est que n'importe qui. Je vous donne des exemples qui sont évidemment dans celui de la création de la monnaie, tout en rappelant toujours que, on va le voir, hein, il y a des exemples dans la perception des impôts, par exemple. Il y a certaines organisations perceptrices de taxes ou d'impôts qui ont créé ça, qui font en sorte que chaque transaction qui est enregistrée, on sait exactement ce qu'elle concernait et toute l'information qui se rapporte pour la validation.
L'autre élément caractéristique, c'est évidemment celui de la transparence, mais j'insiste sur le fait, c'est que dans une optique où on est, moi j'appellerais ça un initié, dans une optique où on fait partie du cercle de ceux qui sont acceptés dans le blockchain, qui, dans certains cas, ça peut être la planète entière, ça peut être un blockchain où on veut simplement mettre beaucoup l'emphase sur la transparence et que tout le monde puisse voir l'information qui se passe en temps réel. Je donnerai un exemple, mais je pense que ça existe dans certains pays, où on aurait tous accès à la déclaration de revenus des autres. Donc, on fait nos impôts, on fait nos déclarations, elles sont enregistrées, on a la date, tous les éléments qui sont donnés. Personne ne peut changer cette donnée-là, parce que si on change cette donnée-là, ça change le nœud, donc ça change ce code, et là, ça alerte qu'il y a eu une tentative de bris. C'est donc très transparent, mais évidemment, à ce moment-là, il n'y a pas de protection de vie privée quand on agit de la sorte. Et d'autant plus qu'on n'est pas capable de retirer la transaction, parce que chacune des transactions successives est basée sur la précédente. Alors, et l'immutabilité? Oui, alors c'est ce que je viens d'indiquer, donc c'est que quand on essaie de transformer une transaction qui a déjà été enregistrée, donc qui est donc, on la voit physiquement inscrite, mais plus que ça, il y a un code qui lui correspond. Et ce code-là est enregistré sur tous les serveurs de toutes les personnes physiques ou entités qui participent à ce blockchain-là. Donc, en changeant un, dès que la vérification est faite avec les autres, on se rend compte que ça ne correspond pas. Et là, il y a des alertes qui sont données. Parce que je peux rentrer dans un système, dans le serveur de Daniel, puis aller changer, mais parce que Daniel elle fait partie d'un blockchain avec d'autres entités ou d'autres personnes, bien, très rapidement, les autres seront avisés qu'il y a eu une mutation ici et une alerte sera donnée. Donc, c'est quand même... Mais le dernier était un point d'interrogation qui était celui de la sécurité. Daniel le disait, effectivement, il y a eu des situations de piratage, mais il est à noter que ce qui est rassurant de ça, c'était pas que quelqu'un avait réussi comment entrer ou comment hacker un blockchain, c'est qu'à la base, il y avait eu une erreur et cette erreur-là, elle a été détectée et quand elle a été détectée, elle a été exploitée. Mais c'était pas quelque chose qui se rapportait au concept. C'est un peu comme si je dis, voyez-vous, j'ai un appareil quelconque et il va fonctionner pendant 10 ans parce qu'on l'a testé, validé, tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui, quand il a installé une pièce, le met à l'envers et la pièce, évidemment, ne fonctionnera pas. Donc, c'est pas que le concept est mauvais, c'est qu'il y avait eu une mauvaise installation. Voilà, exactement. Alors, protection des données. Oui, protection de données, évidemment. Alors, tout d'abord, il faut voir si c'est un outil de conformité et quels sont les obstacles à la conformité. Parce qu'en fait, c'est les deux. Mais l'exemple qu'on donnait, c'est qu'évidemment, la conformité, c'est qu'en termes de privacy, en termes de protection des données, mais ça serait que je ne puisse pas aller voir toutes les transactions que vous avez faites. Voilà. Et si le privacy va jusqu'à introduire le concept de droit à l'oubli, ben, comment on peut exercer le droit à l'oubli quand tout est enregistré? Exactement. Donc, quels sont les outils, comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme outil de conformité? Bien, évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des identifiants numériques, il y a l'encryptage que vos organisations ont tout intérêt à ne jamais sous-estimer la valeur. Puis il y a la notion de guichet unique. Ça veut dire qu'à ce moment-là, pour pouvoir accéder à l'ensemble des données, bien, il y a une entité sûre qui est identifiée et c'est par cette entité sûre qu'on peut ensuite accéder à cette information-là, plutôt que chacun par soi peut s'habiller. On adresse la demande et quand les demandes sont adressées, elles sont traitées et on est informé qu'elles ont été traitées. Donc, il y a une personne qui fait ça. Donc, ça évidemment, ça augmente de beaucoup. Il y a l'élément de la décentralisation des données. Évidemment, quand on décentralise, ben c'est que s'il y a un bris, s'il y a un accès,
ou si quelqu'un va voir des informations, elles ne sont pas toutes là parce que ça a été conçu pour qu'elles ne soient pas toutes là, qu'on ne seulement une partie de cette information. Et ça, évidemment, il y a toujours l'élément de l'audit qui revient parce que quand on est en présence d'un système qui est audité, c'est-à-dire qu'on compte sur des experts qui sont indépendants et qui viennent faire une série de vérifications selon un protocole qui a soit été convenu, soit qui a été imposé par une entité réglementaire ou de supervision qui est neutre. Et ce qui rend ça très intéressant pour les comptables, parce que de plus en plus l'audit pourra être fait avec cette technologie-là. L'autre cas d'espèce, je dirais, c'est chaîne d'approvisionnement. Ça aussi, c'est très important. Oui, dans un contexte de chaîne d'approvisionnement, c'est que ça fait en sorte qu'à ce moment-là, quand un des éléments disparaît ou dévie de la séquence qu'il doit suivre, il y a des alertes immédiates qui sont données. Et là, on se pose la question, est-ce que ça facilite ou est-ce que ça empêche la mobilité des données? Ça, c'est une question ouverte. Oui, mais c'est une question ouverte, mais en même temps, il faut quand même penser qu'au niveau de la mobilité des données, le blockchain permet de très, très grandes possibilités. Parce que les données, à ce moment-là, deviennent totalement délocalisées. Et elles sont stockées ensemble aussi. Oui, mais parce qu'on peut, comme on disait, faire des éléments de décentralisation. Alors, les données qui vous concernent, exemple simple, date de naissance peuvent être mis au endroit, numéro d'assurance sociale peuvent être mis au endroit, et chacun est inscrit dans des mécanismes de blockchain. Alors évidemment, au niveau de la mobilité des données, on voit très bien que ça peut être site multiple, mais ça fait aussi des éléments de sécurité pour prévenir le vol d'identité, entre autres. Et là, ce que tu soulèves nous amène à l'autre face de la blockchain, c'est est-ce que la blockchain est peut-être un obstacle à la conformité aux lois sur la protection des données? Et question qui suit, c'est que est-ce qu'on doit forcément utiliser la blockchain pour toute transaction? Il y a certaines transactions qui sont très adaptées à l'utilisation de la blockchain, notamment les transactions qui ne sont pas très exigeantes d'un point de vue d'informations personnelles, de renseignements personnels. Des opérations qui sont plutôt commerciales, ça c'est une utilité qui est intéressante. Parce que quand on est dans le domaine strictement parlé de la loi et de ce que nous permet de faire la blockchain, on pense notamment, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, droit à l'oubli. Comment est-ce qu'on peut exercer ce droit à l'oubli si, de par sa nature, la blockchain est là, basée pour promouvoir la transparence? On ne peut pas... Pour vous, il est important que vous ayez à l'esprit que c'est un défi majeur. Je disais et j'ai réitéré que c'est une technologie qui évolue rapidement. Au moment même où on se parle, il y a des solutions qui sont mises de l'avant à ce côté-là. Notez une chose, le droit à l'oubli, c'est pas nouveau. La loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au Québec, depuis sa création, elle contient des dispositions sur le droit à l'oubli. Avant même la création du concept de droit à l'oubli, je m'explique. Donc, on ne l'aborde pas comme tel, c'est pas ce concept-là dont on parle. Mais par contre, on oblige les organisations, les entreprises nommément, à ne conserver que l'information pertinente. Ce qui fait en sorte que, typiquement, les gens vont faire des demandes d'emploi, le poste va avoir été comblé, les délais de réclamation, de plainte, de contestation sont passés, et à ce moment-là, on se dit, ça serait de conserver cette information-là. Et il y a des incitatifs importants dans la loi à ce que les gens se débarrassent de cette information-là. Évidemment, je suis bien conscient qu'à une ère où on est capable de recueillir du méga data et de dire, ouais, ben là, on examine que dans les 20 dernières années, on constate que vous avez agi de la sorte et que là, on s'est débarrassé de l'information, on a un autre problème. Mais par contre, ce qu'on peut faire des fois, c'est traiter ça de manière anonyme. Il y a donc solution là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce droit à l'oubli, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important, qui va accaparer de plus en plus d'espace, et c'est quelque chose qui va devenir un défi pour
toutes les organisations. Parce que jusqu'à maintenant, on pense que c'est uniquement à propos de quelqu'un qui dit des bêtises il y a 20 ans, puis il ne veut plus qu'on en parle de ces bêtises, et qui invoque le droit d'oubli. Et quand il est géré de manière micro, on va voir que les interactions avec chacune des organisations deviennent fort complexes. Absolument. Et puis, rattaché au droit de l'oubli, c'est le droit à la modification des données. Comment peux-tu modifier des données qui sont là, ancrées, transparentes? Ça devient très difficile. Mais comme tu dis, il y a des solutions. Peut-être qu'on pourrait stocker tout ce qui est information, renseignements personnels ailleurs, que ces renseignements ne doivent pas forcément rentrer sur la blockchain. Mais on travaille beaucoup, en fait, aussi de manière technologique. Voilà, exactement. Donc, juste pour terminer, quelles sont les utilités de la blockchain pour votre entreprise? Oui, donc on y a fait allusion tout au long de notre présentation, mais on vous donne des exemples en matière de gestion de portefeuille, registre de propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est fascinant parce qu'effectivement, à ce moment-là, le fait que l'information ne peut pas être altérée et qu'on a toute la séquence, très précieux. Ça, c'est utilisé actuellement pour les droits d'auteur. Tout à fait, tout à fait. Et Daniel mentionnait la gestion de la chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que je vous ai ici, on fait un rappel des éléments qu'on a mentionnés. Et je disais aussi celui qui était la gestion des comptes d'impôts municipaux. Il y a donc, parce que, évidemment, comme vous savez, la valeur imposable de cette propriété, c'est une information publique. Tandis que le revenu personnel qui est déclaré à l'Agence de revenus du Canada, donc le revenu annuel, ce n'est pas une information qui est publique. Mais parce que ce système de taxation-là est déjà public, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de municipalités à travers le monde qui ont pris cette voie-là et qui ont dit, nous, on va le gérer de cette manière-là, ce qui fait en sorte que pour des investisseurs immobiliers, pour des acheteurs, pour des personnes qui financent des transactions immobilières, pour des gens, même des autorités gouvernementales qui veulent faire des travaux dans certains secteurs, ils ont une information qui est fiable. On voit également aussi contrats intelligents, des baux. Il y a certains pays qui ont fait des smart lease. Je pense que c'est la Lituanie, si je ne me trompe pas, ou l'Estonie. Il y a une société canadienne qui s'appelle Synchronon qui utilise la blockchain pour tout ce qui est Know Your Client, donc les outils de conformité. Donc c'est vraiment une technologie qui est très puissante et je pense qu'il va révolutionner le monde dans les années à venir. Par contre, quelles sont les questions que vous devez vous poser si vous contemplez le déploiement de cette technologie et quelles sont les suggestions pratiques qu'on peut vous donner? Alors, on en a parlé tout à l'heure. Posez-vous la question, est-ce que la blockchain est vraiment la technologie nécessaire pour atteindre, pour votre projet ou pouvez-vous atteindre les mêmes objectifs avec une autre technologie? Ça, ce n'est pas pour vous dissuader, mais simplement pour vous dire votre chance de succès avec la blockchain accroîtra si vous savez vraiment, vous avez très bien identifié les fins pour lesquelles vous voulez l'utiliser. Quand on regarde ces questions-là, vous savez, on vous les laisse à votre disposition, mais il y a deux choses vraiment sur lesquelles on va attirer votre attention. Les sous-traitants. Nous, au quotidien, dans les consultations qu'on reçoit, dans les mandats qu'on doit exécuter, on constate souvent que le maillon faible, c'est les sous-traitants. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent avec toutes sortes de beaux noms, de belles présentations et quoi que ce soit, qui font état de leur expertise. Et on leur confie quelque chose d'extrêmement précieux, c'est en quelque sorte le traitement de nos données. Et quand je dis traitement, c'est au sens large, pas juste stockage, mais c'est aussi l'utilisation qui en est faite ou qui en est pas faite, parce que des fois c'est du simple entreposage. Et l'autre élément qui se dégage, qui pour nous est très précieux, mais qui est là, on voit souvent que c'est là qu'il y a une autre faille importante, c'est la mise à jour. La mise à jour, il y a deux lacunes importantes qu'on constate, c'est qu'il y a de carences, ça retarde. Des fois, ça n'est pas fait quand ça devrait être fait. Et ça revient à la notion de sous-traitance. Trop souvent, malheureusement, dans les cas, c'est sûr qu'on va les consulter dans les cas plus problématiques, la mise à jour n'a pas été faite par une entité ou une organisation qui était habilitée à le faire, qui avait la capacité de le faire. Et on ne le soulignera jamais assez de ça. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on doit malheureusement intervenir pour protéger vos organisations.
Alors, c'est le temps qui nous est alloué. Nous vous en remercions. On se voit donc la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on parle d'intelligence artificielle et évidemment toutes les préoccupations que ça soulève en termes pour vos organisations et la protection des données. Donc, merci et bonne semaine. Oui, merci beaucoup et bonne semaine.